bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude Valérie. Je m'appelle Aude Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Qu'est-ce que la haute sensibilité? Peut-on vraiment la définir? Je vais essayer de répondre à ces questions dans ce podcast en donnant mon éclairage et je pense que la première question qu'on peut vraiment se poser, c'est pourquoi se pose-t-on cette question de la haute, de l'hyper, de l'ultra-sensibilité? Parce qu'avant de s'intéresser à un sujet, pour moi, il est important de savoir pourquoi. Et avec la thématique de la haute sensibilité, il s'agit souvent en fait d'une raison liée à une souffrance émotionnelle, à une quête de sens aussi et une recherche d'identité, de soi. Donc j'aimerais un petit peu dans ce podcast faire bouger les lignes, partant du connu, de ce que l'on connaît au niveau de la recherche, des travaux actuels, pour peut-être vous conduire au bord de cet inconnu, à la rencontre du vide en soi. Ce vide qui peut faire si peur et pourtant mère de toute chose, vie ou création. Car n'oublions pas qu'avant d'avoir façonné notre mental en tant qu'enfant, nous avons d'abord perçu et ressenti. Ainsi, avec cette simple vision d'entrée, l'intelligence émotionnelle se présente dans notre existence comme la mère de toutes les autres intelligences. Alors, vous êtes prêts pour partir en voyage à l'intérieur de vous-même ? Et pour commencer notre voyage, je vous propose d'aller explorer le terme sensibilité à travers les âges. Dans notre histoire, au niveau de l'humanité, l'apparition du terme de sensibilité est connue au XIIIe siècle pour distinguer l'âme sensible de l'âme raisonnable. Remarquons qu'à l'époque, cela est vu plus comme un complément qu'une opposition. Ainsi, sensible est associé au mot sensé pendant longtemps. Puis, vers le XVIIe siècle, sensible signifie qui ressent une impression, puis qui est facilement ému. Au XVIIIe siècle, sensible se donne comme adjectif définissant la capacité à ressentir des sentiments humains, sachant qu'à l'époque, on ne parlait pas de sensibilité pour les autres règnes. Au XIXe siècle, on voit apparaître la notion d'ultra-sensible, qui désigne souvent de façon plutôt positive un degré de sensibilité permettant de saisir les choses avec subtilité. Aujourd'hui, d'après les dictionnaires et notamment le Larousse, la sensibilité est l'aptitude à réagir plus ou moins vivement à un événement ou une situation. Il s'agit aussi donc de cette capacité à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Nous voyons donc au travers de cette évolution dans la sémantique, à travers l'histoire de notre humanité, à travers les âges, que quelque chose a bel et bien changé dans notre approche humaine et définition de la sensibilité. Quelque chose de profond qui touche à notre perception de cette capacité, mais qui est pourtant fondamentale. Fondamentale car la sensibilité semble toujours être au cœur de nos recherches personnelles, même si on ne le crie pas sur tous les toits. Aujourd'hui, ne dit-on pas, par exemple, que l'on choisit un métier en fonction de sa sensibilité ? Le mot même touche donc bien notre recherche de définition de notre identité. Mais peut-on vraiment nous définir ? Tel est le paradoxe. Avant de parler de haute sensibilité, nous voyons déjà que cette capacité a tellement de façons de se traduire, de se dire, tente de se définir. Il existerait peut-être plutôt des sensibilités différentes pouvant se traduire de différentes façons, aussi différentes peut-être qu'il y a d'êtres vivants sur cette terre. Car notre sensibilité personnelle est sans doute aussi liée à notre individualité et à notre histoire. En tout cas, celle que l'on semble se raconter, celle que l'on se crée, tel un personnage d'un film. Mais continuons d'avancer pas à pas.
la question suivante que je me suis amenée à me poser dans cette exploration. Est-ce que la haute sensibilité est-elle innée ou acquise? La chercheure américaine Hélène Aron évoque un trait génétique qui aurait été conservé pendant l'évolution. Chez les animaux, par exemple, la haute sensibilité sensorielle notamment présentait de nombreux avantages en termes de survie. Comme nous le verrons plus tard dans la suite de ce podcast, les facteurs d'influence extérieure et notamment notre environnement sembleraient aussi pour elle avoir une explication capitale, une donnée d'entrée dans la haute sensibilité. Cette notion renverrait, d'après elle, un tempérament, à une caractéristique individuelle qui permet d'identifier un ensemble clinique qui a été défini en 1996 par cette chercheure. L'auteur revisite, par le biais d'études empiriques, le concept de sensibilité innée qui avait été introduite déjà en 1913 par Carl Gustav Jung. Nous comprenons que la haute sensibilité, elle aussi, peut se traduire de différentes façons chez chaque personne, tant elle est liée à l'individualité, à l'histoire personnelle. En donner une définition précise serait donc peut-être contre-productif et ne ferait que nourrir notre ego, en catégorisant et en réduisant les individus en termes de richesse de palette émotionnelle, qui compose, elle, tout ensemble, peut-être la sensibilité humaine, essence même de la vie. Dans la suite de ce podcast, je vais vous présenter un résumé des visions actuelles des spécialistes contemporains du sujet. J'ai regardé les travaux de psychanalystes, de chercheurs, de docteurs en psychologie humaine, qui par leurs études cliniques et leurs travaux ont essayé d'en dégager quelques traits communs. Le premier concept que je souhaiterais évoquer, c'est la notion de sensibilité environnementale. La chercheure américaine Hélène Aron est allée beaucoup plus loin en définissant le concept de sensibilité environnementale qui est notre capacité à enregistrer et à réagir aux défis et opportunités dans des conditions spécifiques de notre environnement. Elle cite notamment cette définition dans ses travaux Centering Processing Sensitivity, où elle donne vraiment une revue, une synthèse de la littérature en termes notamment de réponses biologiques évolutionnaires dans l'histoire de l'humanité. Publication qui a été écrite en 2012 dans le journal Personality and Social Psychology Review. Selon les résultats de cette étude, il y aurait 3 groupes distincts de personnes. Environ 30% auraient une sensibilité particulièrement haute, ce sont les personnalités qu'elle qualifie d'orchidées. 30% auraient une sensibilité particulièrement basse et elle qualifie ces personnalités de personnalités pissenlits, vous savez, comme ces fleurs qui poussent un petit peu partout et qui sont résilientes à beaucoup de changements dans la météo, dans le terrain, etc., qui s'adaptent énormément. Et 40% qui auraient une sensibilité moyenne. Un autre concept est la sensibilité ou la susceptibilité différentielle et la notion de sensibilité avantageuse. Toujours d'après cette récente étude, les personnes hautement sensibles auraient une tendance plus importante que les autres à être touchées, soit négativement face à des circonstances difficiles comme le stress, les phénomènes de deuil, de séparation, de violence, mais aussi à réagir davantage à des signaux positifs, tels que par exemple encouragement, mots gentils, sourire. D'où souvent ces sensations finalement de montagne russe émotionnelle avec de très grands hauts et aussi des bas peut-être abyssaux. La notion de sensibilité avantageuse, on n'en parle pas beaucoup, elle est souvent oubliée et en fait elle découle de toutes ces recherches et elle est moins connue mais elle fait bien partie des caractéristiques décrites. Les personnes hautement sensibles ont l'aptitude donc de mieux bénéficier ou de profiter des opportunités avantageuses. Par exemple, un programme de prévention, un milieu bienveillant, un soutien amical ou familial. Et on voit bien pourquoi cette chercheure a aussi utilisé le nom de personnalité orchidée comme cette fleur qui a besoin finalement d'un milieu propice à son développement.
Alors, parmi toutes ces études, on peut quand même trouver finalement des similitudes, des tendances un petit peu générales qui réapparaissent parmi tous les travaux des chercheurs. Et là, je vais vraiment en revenir à 4 piliers qui ont été justement aussi identifiés dans le modèle dit DOS, donc pour Depth of Processing, Overstimulation, Empathy, Sensitive to Subtleties, donc traitement en profondeur, surstimulation, empathie et sensibilité aux subtilités. Et donc pour elles, en fait, les personnes qualifiées de hautement sensibles ont obligatoirement, si je puis dire, les 4 piliers présents dans leur tempérament, mais à différents degrés. Je vais revenir sur ces 4 piliers. Donc le premier, c'est le traitement en profondeur. Il s'agit de la capacité du cerveau à traiter en profondeur l'information. Par exemple, quand vous voulez retenir un code de carte de crédit, votre cerveau va trouver un tas d'astuces mentales. Par exemple, vous essayez de trouver une logique. Vous cherchez un symbolisme, un sens caché. Les personnes hautement sensibles le font sans arrêt et des fois de façon complètement inconsciente. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont une très bonne intuition. Ou alors de façon consciente et du coup de façon un petit peu plus lente que les autres dans ce cas, mais pas toujours. Toujours car il y a ce traitement en profondeur de l'information. Le deuxième pilier, c'est la surstimulation, le haut du modèle DOS. Étant donné la caractéristique vue avant, le cerveau fonctionnant de cette façon, même pendant le sommeil, les personnes hautement sensibles ont tendance à se fatiguer rapidement, et notamment car chaque petite chose dans une situation est perçue, décortiquée, analysée, d'autant plus que si la situation est compliquée, par exemple si plusieurs choses se passent en même temps dans un milieu complexe, lorsque c'est intense par exemple, quand il y a beaucoup de bruits différents, une foule, plusieurs personnes, ou lorsque ça persiste trop longtemps, par exemple, si on passe 2 heures en transport public par jour, ça peut vraiment épuiser une personne hautement sensible. Et donc, par voie de conséquence, les personnes hautement sensibles ont tendance, ont envie souvent d'être seules pour en fait récupérer physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Troisième pilier, l'empathie. Alors à ce niveau-là, ce sont des images IRM du cerveau qui ont montré que les personnes hautement sensibles réagissent plus que les autres, soit d'une façon entre guillemets positive, soit d'une façon négative. Il s'agit donc d'une haute réceptivité émotionnelle. D'après les chercheurs, l'enfance des personnes joue également un rôle primordial. Par exemple, une personne hautement sensible qui a eu une enfance entre guillemets difficile avec abandon, attachement émotionnel délicat, rejet, trahison, court en fait le risque de développer de la timidité, de la dépression, de l'anxiété chronique. Sachant que la timidité n'est pas une caractéristique des personnes hautement sensibles car il y a aussi des personnes extraverties hautement sensibles. Le S du modèle DOS, c'est la dernière lettre, le 4e pilier qui correspond à la sensibilité aux subtilités. Donc là, ça passe essentiellement par nos sens. Les chercheurs précisent qu'il n'y a pas de particularité au niveau des organes sensoriels chez les personnes hautement sensibles. C'est plutôt grâce au traitement approfondi et répété des informations sensorielles que la personne hautement sensible arrive à développer cette caractéristique. Et l'on retrouve ici aussi une stratégie faisant un petit peu partie du mécanisme de survie pour une personne hautement sensible. Par exemple, de s'apercevoir des dangers, de saisir les bonnes occasions, qui a été déjà en fait évoqué auparavant et quand on avait un petit peu regardé la notion de sensibilité par rapport au règne animal. Alors, je vais parler d'un chercheur en particulier qui se trouve en France, qui est le psychanalyste Saverio Tomasella, qui allait un cran plus loin, en fait, dans les catégories, qui a donné une définition d'ultrasensibilité avec Marie-France Despalacio. Et donc, ils l'ont proposé justement pour en fait se départir de cette connotation péjorative d'excès que l'on peut retrouver dans le mot hypersensibilité. D'ailleurs, si vous regardez sur les plaquettes de vos médicaments, vous verrez que l'hypersensibilité peut souvent être également confondue avec le phénomène d'allergie, quelque part d'intolérance à certaines substances. Donc, Marie-France Despalacio Saverio Tomasella considère pour la haute sensibilité une exacerbation en fait de 3 caractéristiques.
La sensorialité, pour ces auteurs, donc la plupart des personnes hautement sensibles sont aussi synesthésiques. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si une personne sensible sent une odeur, elle va la visualiser. Les chiffres peuvent avoir par exemple des correspondances lumineuses. Au passage, c'est ce dont le poète Baudelaire parle dans un de ses poèmes. Et donc ces personnes peuvent être gênées par la correspondance sensorielle autant que par le sens lui-même. Deuxième exacerbation, l'émotivité. Les émotions sont à la fois plus intenses mais aussi plus variées. Elles auront une résonance plus longue chez un être très sensible. Même si la colère va s'arrêter dans son expression, le retentissement intérieur en fait va durer. Et elles sont plus variées que les 5-6 émotions que l'on répertorie généralement, donc la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise, le dégoût. Elles sont en tout cas perçues et décrites de façon beaucoup plus subtile. Troisième exacerbation, la cognition. Très souvent, les personnes hautement sensibles passent leur temps à réfléchir, douter, décortiquer, avec un traitement en profondeur de l'information. Elles sont méticuleuses, perfectionnistes, ce qui peut souvent les empêcher de dormir. Et donc, pour les personnes dites ultra sensibles, puisqu'il s'agit d'une sous-famille par rapport à la haute sensibilité, il y a 3 caractéristiques supplémentaires qui sont l'empathie, l'intuition et un besoin vital de créer. L'empathie, pour certaines, en fait, elles vont sentir dans leur corps, à l'endroit précis, la maladie ou la douleur d'une personne, sans savoir consciemment qu'elle est malade, par exemple. C'est assez impressionnant parfois. Ces personnes peuvent être vraiment bouleversées dans la rue par un SDF, par le fait d'écouter des collègues qui se plaignent. C'est le phénomène d'éponge, des fois émotionnel. Et ils vont finir souvent par s'épuiser à vouloir aider les personnes qui souffrent autour d'elles. Deuxième caractéristique pour les ultrasensibles, c'est l'intuition. Ils peuvent avoir vraiment des flashs, parfois médiumniques, qui les préviennent sur certaines situations. Une personne visitant par exemple un appartement peut ressentir qu'il s'est passé quelque chose de grave, de violent, car souvent après, il apprend après la visite qu'effectivement, par exemple, il y a eu un assassinat. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Ils ont des informations sur des réalités non perceptibles, comme s'ils captaient en fait un champ d'énergie informationnelle qui va rester présent, stocké dans cet endroit. Et non, ce n'est pas paranormal. Tout simplement, ils vont percevoir des signaux comme le magnétisme. Et on sait qu'on est entouré de champs électromagnétiques. La Terre elle-même a des signaux électromagnétiques et tous les organismes vivants, même par exemple si vous prenez certains objets qui sont traversés par des courants électriques, génèrent des champs électromagnétiques. Donc c'est ce qui est en fait ressenti. Voilà. Troisième caractéristique, c'est le besoin vital de créer. Pour eux, l'amitié, c'est de l'amour. L'amour, c'est des fois l'adoration. Saverio Tomasella a une très belle phrase à ce niveau-là qui résume la personnalité de l'ultrasensible, qui va en fait ressentir cette phrase de façon très profonde. Je suis parce que nous sommes. Et souvent, l'échec, ça va être la mort. Et ils ont besoin de trouver quelque chose qui leur permet d'exprimer cette créativité. Ils vont être jardiniers, artistes dans la communication. Ils vont aimer être proches des animaux, de la nature. Et il y a aussi donc cette énorme difficulté souvent à faire des deuils, que ce soit une séparation amoureuse ou même amicale, puisque pour eux, c'est comme s'ils s'arrachaient finalement une partie d'elles-mêmes. Pour terminer ce petit podcast sur la haute sensibilité, je vais juste faire le lien avec la douance. Généralement, quand on parle de douance, il s'agit d'une douance intellectuelle, ce qu'on appelle aussi le haut potentiel intellectuel, HPI, le zèbre, le surdoué, qui est souvent évalué par le quotient intellectuel, le QI. Sachant que le QI n'est qu'un indicateur, c'est-à-dire qu'il ne définit pas la douance, mais il l'apprécie seulement. La haute sensibilité concernerait la majorité des hauts potentiels intellectuels, mais on peut être hautement sensible, donc
je vous ai dit, entre 20 et 30% de la population suivant les études, sans être forcément concernés par cette douance intellectuelle qui concernerait 2% de la population. Ensuite, il y a la notion de haut potentiel émotionnel, les HPE, qui présentent des points communs avec les personnes hautement sensibles, mais également des différences. Et là-dessus, il y a plein de travaux de recherche, l'élaboration de tests qui sont en train d'être mis au point. Vous pourriez regarder le site de Luc Martrinchard et également le site sensitivityresearch.com où vous allez avoir vraiment les nouveaux tests un petit peu qui sont mis en place actuellement pour voir ces différences et ces points communs. Donc, le haut potentiel intellectuel peut se déceler par le biais d'un bilan psychométrique. Autant donc le quotient intellectuel est jugé globalement stable, autant le quotient émotionnel peut fortement évoluer pendant la vie. En général, on montre que jusqu'à environ 50 ans, voire dans certaines études 60 au maximum, le quotient émotionnel peut évoluer suivant l'expérience de vie de la personne, et ensuite va avoir tendance un petit peu à stagner. Et donc ce quotient émotionnel est vraiment rattaché aussi à la notion de haut potentiel émotionnel, mais encore une fois, l'apprécie mais ne le définit pas. Donc pour moi, avec tous ces travaux d'études, cette complexité, mais également cette richesse, la sensibilité et l'intelligence émotionnelle restent pour moi vraiment des messages d'avenir aussi dans notre humanité. Alors, je vais faire un petit focus, donc davantage, pour vous lister les points communs entre les hauts potentiels émotionnels et les personnes hautement sensibles. Donc, dans les deux cas, il y a un sentiment de décalage, de différence avec l'entourage, le monde, de façon générale. Des émotions débordantes, une sensibilité sensorielle élevée, une empathie qui est importante, une forte valeur pour la justice, et l'injustice forcément, puisque les deux vont ensemble, une intuition forte et une activité de réflexion importante qui est quasi incessante. La différence ou les différences connues actuellement entre les hauts potentiels émotionnels et les personnes hautement sensibles, au niveau de l'intelligence émotionnelle, pour les personnes hautement sensibles, le quotient émotionnel est plutôt élevé, mais pour les HPE, le quotient émotionnel est vraiment très très élevé. Bien sûr, vous allez me dire que veut dire le trait. Je pense que je le développerai dans un autre podcast où j'irai vraiment plus loin sur cette notion d'évaluation de l'intelligence émotionnelle. Au niveau du mode de pensée, les hauts potentiels émotionnels fonctionnent en arborescence. Les personnes hautement sensibles sont en général de façon un petit peu plus linéaire. Il y a une empathie cognitive, donc une capacité en fait à détecter les émotions des autres personnes. Les hauts potentiels émotionnels l'ont toujours. Cela est plus variable pour les personnes hautement sensibles. Et enfin, en termes de volonté permanente de s'améliorer, le perfectionnisme, il est présent pour les personnes au potentiel émotionnel, il est moins souvent présent pour les personnes hautement sensibles. En résumé, les HPE sont souvent hautement sensibles, mais on peut être hautement sensible sans être au potentiel émotionnel. Les hauts potentiels émotionnels représenteraient environ 2% de la population. Les personnes hautement sensibles, je vous rappelle qu'ils en représenteraient 30%. Et pour finir ce podcast, j'aimerais lire un texte de Sandra Hourdequin. Tu peux t'asseoir confortablement, juste fermer les yeux dans ton intériorité et laisser résonner ce qu'il y a à résonner pour toi. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Et si tu arrêtais de te qualifier d'hypersensible, d'indigo, d'enfant cristal, d'enfant arc-en-ciel, de dieu, de déesse, de médium, de maître, de chaman, de canal, de zèbre, ou de victime, de bourreau, d'être ceci ou cela,
de penser que l'autre est ton âme sœur, flamme jumelle, jumeau cosmique ou autre. Et si tu allais au-delà de toutes ces identifications, étiquettes et croyances, en restant dans ces identifications de toi-même, tu te bloques. Au début, cela peut être un repère, mais tu peux garder la vigilance sur toi-même pour ne pas te laisser avaler par ce repère, par cette illusion qui rassure ton mental. Tu t'enfermes dans un rôle, dans une histoire. Il n'y a plus de place pour autre chose. En identifiant l'autre d'être ceci ou cela, tu limites ta vision sur lui. En identifiant ton couple, tu crées aussi des limites et de la dépendance. Toutes ces identifications divisent à l'extérieur et à l'intérieur. Tu crées une séparation en toi et avec l'autre. Soit tu te places au-dessus, soit en dessous. Concernant l'hypersensibilité, tu peux effectivement être très sensible, mais tu n'es pas que ça. En disant que tu es hypersensible, tu ne vas pas au-delà de ça. Tu peux aussi te servir de cette croyance pour te trouver des excuses. Prends le temps de te poser et d'être honnête avec toi-même. Certains enfants sont qualifiés d'indigo ou autres et cela les enferme dans un rôle. Ils développent un sentiment de différence, de séparation avec d'autres enfants qui ne sont pas qualifiés ainsi. La notion d'inférieur ou de supérieur n'est qu'une vision limitée de l'ego. Des enfants naissent avec des capacités très développées, certains avec des qualités autres, il n'y a rien à comparer. Les qualités ou les capacités de chacun sont sacrées et ont autant de valeur. Les qualités et capacités se développent chez tout le monde. C'est une question de chemin, mais aussi de choix et de priorité. Moins tu es identifié et plus il est possible de développer certaines facultés. Plus tu es libre de croyances, de schémas, de peurs, de refoulements, plus tu es disposé à vivre l'unité. Il est essentiel de révéler les qualités de chacun sans les enfermer dans des identifications. Ces identifications qui divisent, qui séparent au lieu de rassembler. Quand tu es libre d'identification, tout est possible. C'est un champ de créativité plus vaste. Il y a aussi beaucoup d'ego dans ces identifications, des parts blessées qui veulent être reconnues. En restant dans cette attente de reconnaissance, tu ne peux accéder à ta véritable nature. Ta véritable nature est au-delà des attentes, des croyances. Elle est libre. Même si tu as des qualités ou des capacités qui te laissent penser que tu es par exemple médium, ne t'enferme pas dans la médiumnité. Ce n'est qu'une capacité. Tu peux dire par exemple que tu pratiques la médiumnité. Si tu te dis « je suis médium », tu n'es plus que ça. Si tu te dis « je suis chaman », tu n'es plus que ça. Et tu t'identifies encore à ce que tu fais ou à une autre façon de vivre, même quand tu es en corrélation avec la nature. Ce que tu es bien plus vaste. Tu pourrais aller au-delà, bien au-delà. Tu n'as peut-être même pas idée de ce qu'il est encore possible d'incarner, de manifester. La vie est un mystère. La vie est illimitée. Tu es ce que tu crois être. Et si tu arrêtes d'être ceci ou cela, tu rentres dans l'illimité.
tu rentres dans la vie, dans le vivant, bien loin de ta tête, tu peux vivre l'unité. Parce que nous sommes. Parce que tu es.